messieurs, dames, bonsoir. Fallout, est-ce l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo que nous ayons eu l'occasion de voir jusque maintenant? Dans un monde où on n'a pas 150 000 bonnes adaptations, il faut quand même le rappeler, évidemment, mais quand même, la question mérite d'être posée parce que oui, mon preach qui est là dans le chat et que je viens de lire à l'instant, Fallout est vraiment une bonne série. Et cette critique sera intéressante puisque c'est une critique qui sera entièrement donnée par quelqu'un qui n'a jamais mis la main sur Fallout. Je n'ai jamais mis la main sur Fallout, je n'ai jamais joué à un jeu Fallout. Le peu de choses que j'ai pu en voir, c'était très rapidement 2-3 streams sur New Vegas et aucun autre. Et je ne connaissais pas l'histoire, ni l'heure. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un côté, enfin, qu'il y avait l'air d'avoir un côté par rapport aux images, etc., un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire on a un mood très années 50, anticommuniste, etc., très guerre froide, mais en même temps, eh ben, à l'époque des années, à l'époque des années futur, donc bien loin dans le temps. C'était vraiment tout ce que je savais. Donc du coup, j'étais très curieux évidemment de savoir ce qu'il allait être de cette série. Et très honnêtement, en tant que néophyte, et cette critique sera faite par un néophyte, j'ai énormément apprécié Fallout. Voilà, je vous le dis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant la série. Je trouve qu'elle a énormément de qualité. Qui justement, d'un point de vue comment dire, néophyte te donne envie de découvrir l'univers, de jouer aux jeux vidéo, et c'est peut-être l'essence d'une adaptation réussie, hein, c'est quand ça donne envie de connaître encore plus l'univers, et d'un point de vue série qui a aussi des qualités qui lui sont propres, et qu'on discutera évidemment ce soir. Je vais faire des petits coucous évidemment dans le chat à Monsoul qui est déjà là évidemment, la ligne dans le sap, tu connais, ça c'est pour préparer le live de demain très tranquillement, tu connais en synth. Mon Preach qui est là aussi, mon Manurga, mon Sky qui est là. J'espère que vous allez vous inspirer du Paris Saint-Germain, mon Sky, que ce soit pour Marseille ou pour Lille, comme quoi tout est possible. Mon Papy qui est là évidemment aussi dans le chat. Mon Bart, mon R2077. Comment ça va mon R2077? Bonsoir tout le monde. Je viens de voir Civil War, je ne donnerai pas mon avis puisqu'on en discute demain d'ici à 21h. Mais vous êtes tellement pas prêts quand vous allez le voir. Je suis d'accord, donc R2077, je pense que tu as apprécié. Si jamais... Demain, effectivement, on parle de Civil War dans ce qui sera le dernier live du mois, puisque après, il y aura des petites vacances pendant 10 jours. Je reviendrai normalement aux alentours du 29 avril, le lundi 29 avril ou le 1er mai. Ça dépend du travail que j'ai à faire en rentrant, notamment avec la boxe, puisque je suis censé streamer et animer un gala qui aura lieu le 4 mai, donc ça va demander du temps et de l'investissement, mais ça peut être très très cool. Donc du coup, effectivement, vous me reverrez pas d'ici là. Civil War, qui sera donc le live de demain, en le disant en 2-3 mots vraiment très rapides, j'ai adoré Civil War, c'est une petite claque. C'est un film parfaitement maîtrisé qui pose des questions où tu y repenses un petit peu après la séance, semi presque parfois documentaire avec un propos très 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 fort, un lien à l'humain sur le journalisme, la place du journalisme, qu'est-ce qu'on est en droit de montrer, ne pas montrer, le devoir d'information, enfin il y avait de tas de bonnes choses. Moi c'est vrai que Civil War c'est un film que que j'ai grandement apprécié. Ah non, Dune 2 déjà menacé pour le titre de film de l'année. Je fais pas moi je pars pas du principe de le film de l'année est déjà, enfin ça je verrai en novembre-décembre. Pour l'instant je me dis Dune 2 est un contender, je mets pas de favori, j'ai pas de numéro 1. Dune 2 est un contender, j'ai bien aimé aussi Civil War, il y a pas mal de films que j'ai vus aussi hein, cette année, Anatomie d'une chute ou autre. J'ai pas forcément de contender, mais j'ai des belles surprises ou des grands films. Dune 2 est un grand film, Civil War est un excellent film et une très bonne surprise, que je vous incite évidemment à voir. Alors, si vous le pouvez évidemment avant demain, sinon vous inquiétez pas, ce sera sans spoil. J'en profite aussi pour mon Sky. Si jamais tu veux rester un petit peu dans cette critique sur Fallout, le début sera sans spoiler. Donc t'inquiète pas, j'interviendrai quand il y aura des spoils pour que tu puisses quitter si t'as vu que le premier épisode, mais peut-être que ça te donnera l'opportunité d'avoir encore plus envie de regarder les 7 qui restent puisque t'en as vu qu'un, mais je préviendrai évidemment pour les spoils. Et merci mon Sebou qui vient de resub. Comment ça va le monde de Sebou? Comment va mon Sebou?
7e mois d'abonnement, mais enfin c'est sans compter évidemment tous les autres. Merci beaucoup mon Cébou, ça fait plaisir. On est à 2 subs de la barre des 200. On navigue toujours un petit peu hein, aux alentours du clan des Baba Boys. Les Babasins, hein, comme on les appelle maintenant. Voilà, le Babasins Club. 200 abonnements, ça se mérite. On vient de passer à 3. On en a perdu un qui avait été probablement donné la semaine dernière. On est passé à 3 subs de la barre des 200. Corde à linge, comment ça, mon papy? Merci pour le Prime, mon papy. 25e mois d'abonnement, 10 mois consécutifs pour la douceur. Ça, j'avoue que c'est complètement Luigi Loutan, c'est Crousty fondant. C'est totalement Luigi, ça, c'est totalement Matt Gomez. C'est quelque chose qui me parle. Merci beaucoup, mon papy, pour le Prime. Merci Sebou pour le raid aussi, ouais. Et pour le resub, ça fait plaisir. Et puis d'ici, allez, 5-10 minutes maximum, là, on partira sur la critique de Fallout. Ça va faire vite fait un petit peu de talk avant, et puis resituer un petit peu le contexte de Fallout, mais globalement, c'est voilà. La première question que j'ai envie de poser, c'est qui a vu la série? Est-ce que dans le chat, certains ont vu la série? Est-ce que certains comptent la voir? Est-ce qu'il y a des amateurs de la licence Fallout qui n'ont pas encore eu le temps de regarder forcément la série? Est-ce que des gens, peut-être, ont regardé la série comme moi sans avoir aucune idée de ce qu'était la licence aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont la découvrir sans en avoir pris conscience de ce qu'était Fallout avant. Donc, pourquoi pas, hein. La série apporte tellement au lore, c'est ce qui manquait à la série The Last of Us, selon moi. On va en parler après des comparatifs, parce que tout le monde, c'est vrai, compare un peu les deux séries, pour moi, des choses qui sont un peu incomparables. The Last of Us enrichissait le lore En fait, l'avantage de Fallout, peut-être, hein, c'est qu'à mon avis, de ce que j'ai pu comprendre de Soul qui me disait qu'il n'y avait qu'un seul personnage de la série Fallout qui était dans les jeux vidéo, c'est que ça doit énormément enrichir le lore via déjà d'autres protagonistes, tout en le respectant. Last of Us, pour moi, enrichit le lore, mais via une route différente. C'est-à-dire qu'à mon avis, la série Fallout, tu peux la mettre dans un socle qui est la série Fallout pure, et la série Last of Us, c'est une deuxième route. C'est-à-dire, tu as la première route des jeux vidéo et tu as la deuxième où certaines histoires sont différentes, certaines péripéties sont différentes, ce qui te permet d'avoir deux visions. Donc moi, en fait, j'ai tendance à les associer. Plus qu'à les différencier, j'ai tendance à les associer. C'est deux styles d'adaptation pour moi qui sont réussis, hein. On nous a pas claqué du wokisme à foison pour le coup, comme quoi. Et pourtant, oui, le personnage principal, pour moi, ce qui est le personnage principal avec Walton Goggins, c'est Lucy. Je considère même Lucy comme le personnage principal tout court, parce que c'est quand même elle qui a le plus, enfin, l'histoire gravite autour d'elle dès le départ. J'ai adoré son évolution, c'est un personnage féminin fort naturellement, d'autant que son évolution est intelligente, hein, de gosse de riche qui connaît strictement rien au monde extérieur à finalement devenir hyper badass une fois à la surface. Moi, j'ai trouvé ça malin. Mais effectivement, il n'y a pas du tout d'univers wokiste ou voilà, de placement à outrance, de ligne de cahier des charges à donner sur les séries d'aujourd'hui. Alors, moi, je suis vraiment pas pro-wokiste, mais je suis pas non plus le premier à dire dès que forcément il y a tel ou tel truc à crier au wokisme si à un moment donné ça sert l'histoire. Mais là, pour le coup, c'était très bien travaillé. Et on a notre Vénus. Ah non mais... Alors, par contre, on peut commencer par là tout de suite, hein. Un jour, il faudra redonner ses lettres de noblesse à Walton Goggins. Walton Goggins, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait conscient de l'intégralité des masterclass qu'il a fait. Mais Walton Goggins, c'est Fallout. Walton Goggins, c'est Sons of Anarchy dans un rôle excessivement dur. Walton Goggins, c'est de Tarantino, quand même, hein, dont Les 8 salopards, où il a un rôle hyper important. Je crois que Walton Goggins a un rôle important dans The Shield aussi. C'est un acteur, Predators, où il était vraiment très bon, je trouve, hein, dans le genre. C'est un excellent comédien. Un excellent comédien. Alors, c'est vrai qu'il faudra redonner des lettres de noblesse à Walton Goggins, hein, parce que franchement, c'est un trop méconnu, mais voilà, hein. J'ai vu pour l'instant que le premier épisode, autant dire que j'ai extrêmement envie de continuer en aimant énormément le lore de l'univers des JV. Bref, ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Par contre, le gars à 300 ans, banal dans la série, c'est expliqué, oui.
Oui, oui, c'est expliqué. En fait, il y a pas mal de choses où moi-même, hein, je me suis posé beaucoup de questions et j'étais en mode, c'est pas bizarre, mais oui, tout est expliqué. Tout est expliqué. L'origine même, enfin, pas forcément l'origine, mais plusieurs clés de lecture de pourquoi le monde a explosé. Enfin, si, même techniquement, c'était l'un des points négatifs. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui reprochaient en fait à Fallout la série d'expliquer pourquoi le monde avait été tombé sous les bombes. Ce que apparemment le jeu ne fait pas. Moi, je trouve que ça aide vachement à certains personnages, dont je tairai les noms, j'en parlerai dans la partie spoiler, donc ça m'a pas dérangé du tout. Moi, en tant que spectateur néophyte, au contraire, je suis content qu'on me le dise. Hit Bulls, les Bulls ont leur chance. Oui. Attends, il y a d'abord Atlanta, non avant mon Cebu. Heat Bulls, mais les Chicago affrontent ce soir Atlanta, il me semble. Pardon, les Hawks. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, je me disais. Mais oui, oui, alors Bulls, Hawks, pour moi, les Bulls sont favoris, hein. Moi, j'attends que les Bulls se qualifient largement. Aujourd'hui est un grand jour. Dis-moi, mon Lucas, j'ai loupé une date. Non, c'est pas possible, Facebook me l'aurait rappelé, donc c'est pas ton anniversaire. Quelle journée, mon astre de plaisir. Sinon, j'ai vu Civil War. T'en as pensé quoi, Flaco? Moi, que du love hein, sur Civil War, un excellent film. C'est vraiment, enfin, on en parlera plus en détail demain, hein, mais c'est très costaud, hein. Très, très, très costaud. J'ai vraiment, enfin, j'aime beaucoup le réalisateur, scénariste de 28 jours plus tard, Sunshine, Annihilation, réalisateur d'Annihilation, Ex Machina. Là, il revient fort, il revient fort. Enfin, vraiment, c'est un modèle dans ce que ça veut faire. Dans l'intimiste, dans l'humain, puis dans l'action pure et des séquences très très fortes. Enfin voilà, moi c'est des points que je trouve très très intéressants. Et Roman Johan, comment il va le Johan? Comment ça s'est passé le retour en France? J'ai suivi hein, ton live où tu disais que tu avais chopé un petit truc et que t'étais pas très bien, d'ailleurs que tu n'avais pas pu assurer le stream d'hier, me semble-t-il. Mais j'ai regardé toute la fin de ton live où t'expliquais justement WrestleMania, comment ça s'était passé, des petites captures d'écran et des petites vidéos depuis les tribunes et tout, ça avait l'air exceptionnel, hein. Carrément mon sky. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent me donner telle ou telle info ou tel ou tel avis sur tel ou tel film. Bon, je suis absent pendant 10 jours, mais je suis toujours présent sur les réseaux sociaux, hein. De vraies belles scènes, mais en soi, l'histoire m'a pas emballé. Ah ouais, oui, je vois. Oui, bah oui, toi, ça fait boum boum que dans les 15 dernières minutes. Alors forcément, la première heure et demie, à mon avis, Flaco, il a dû dire, ah, vas-y, j'en ai marre avec leur appareil photo, la con. Moi, non, moi j'aime bien parce que c'est un. J'ai rarement vu, en fait, Flaco, un road trip pré-apocalyptique. J'ai trouvé que c'était ça la force du truc, c'est que c'est filmé de manière apocalyptique, mais en même temps, c'est la guerre civile, on est sur le point d'aller buter le président, c'est pré-apocalyptique avant que l'ensemble vienne à merder. Où tu te dis là, où à la fin ça devient complètement apocalyptique. Et cette espèce de road trip où on a quatre visions du journalisme et quatre visions humaines différentes qui traversent le pays pour ça, etc. Euh, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça très costaud, hein. C'est plus la fin qui m'a pas emballé. J'ai vraiment bien aimé le road trip. Moi, la fin, c'est visuellement que je trouvais ça très fort. Très réaliste. Et en fait, je me suis dit que quand t'as lis ça, de belles images et des choses comme ça, c'est super. C'est super. Regardez-moi comme il est charismatique. Regardez-moi comme il est charismatique. Je parle de Canigou, bien sûr, notre bon vieux compagnon à quatre pattes qui regarde avec insistance Walton Goggins. On va donc parler de Fallout. J'étais obligé de prendre cette séquence et puis ce wallpaper pour le GOAT de la série, hein, Walton Goggins. Ouais, Flaco. Bah, beaucoup de gens soulignent, pour revenir sur Civil War, le talent de Jesse Plemons. Je sais pas si tu l'as reconnu, Flaco, si tu avais vu, hein, c'est notamment Breaking Bad, il a affamé, il a fait beaucoup, beaucoup de choses, hein. Jesse Plemons, c'est un super acteur. Et c'est lui qui joue le gars avec les lunettes rouges. La scène est courte, mais il est terrifiant. La scène est fantastique. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est courte, et c'est celle qui a marqué le plus de monde, donc c'est que c'est réussi, hein. C'est que c'est réussi. Aujourd'hui, j'ai surtout rattrapé le sommeil dont j'avais besoin. Je me suis réveillé à 16h40, alors je me suis couché à minuit. Mais c'est ça. Après, en même temps, normal, comment dire,
en post en post décalage horaire. Logique que tu sois complètement claqué. Vraiment. Et t'as bien fait de rêver de récupérer un petit peu. Après, pour toi, 16h40, ça reste 16h40 du matin, donc ça va, ça te choque pas plus que ça. Mais c'est bien que t'aies pu te reposer, ouais. Vu Kung Fu Panda 4, je dois être le seul à y être allé ici. Je suis très fan des trois premiers et au vu des retours moyens du public, je m'attendais à un truc pas fou. Et au final, j'ai adoré, plus intelligent que je le pensais. J'ai fait un truc que je fais quasi jamais. J'ai enchaîné 2 séances. Ah, tu l'as re-regardé 2 fois? Oui, c'est vrai que c'est assez rare. Moi, il y a peu de films que j'ai vus 2 fois en une journée. Je vais te dire The Batman, même Jurassic, hein, je l'avais pas fait. Par contre, j'y allais plusieurs fois par jour. Enfin, j'y allais tous les jours, quoi. Ça m'est arrivé en une semaine d'aller le voir 5 fois. Mais Once Upon a Time in Hollywood et The Batman, je l'avais fait. J'étais allé voir les films, la séance de début d'après-midi et la séance du soir, pour me le mettre plus en tête, comme c'était des films importants pour moi pour la critique. Bah, si j'ai pas lu, mon Lucas, c'est que non. J'ai vu à la fin, en fait, Jules, je me suis dit, c'est pas pour moi. Non, mais c'est bien, je suis content pour toi. C'est comme si moi j'allais voir un musicien qui a du talent, tu vois, c'est la même chose. C'est comme si moi, à un moment donné, j'arrivais à choper des places pour quelqu'un qui sait faire de la musique, forcément, je serais dans le même domaine, tu vois. Genre, je serais comme un dingue. Donc là, bon, bah, toi qui va voir Jul, sachant que t'es fan de Jul, non, en vrai, on va pas reprendre les petites piques, évidemment, tout le temps. Moi, Jul, c'est pas un gars que je déteste dans le sens où c'est un très gros bosseur. Tu peux pas lui reprocher de tout le temps bosser tout seul ou avec des gens. Musicalement, je trouve que c'est le fond du fond du fond, mais par contre, ça a l'air d'être un gars fort sympathique, qui est très présent pour sa ville de Marseille. Donc Samon Sky, je pense qu'il doit kiffer ce genre de personnage, parce que c'est vrai que ce qu'il fait pour Marseille, c'est un peu comme ce que Ayam faisait, etc. C'est un gars très proche de sa région, et puis qui bosse beaucoup, donc bah, que du respect pour lui, même si moi, évidemment, Joule, bon, moi, j'irai pas jusqu'à acheter le mobilier gonflable comme tu l'as fait l'année dernière pour ta piscine, hein. Enfin, mon Lucas. J'en suis loin, mais j'ai pas eu de billet. Ah, tu voulais y aller aussi, Sky? Ben, je sais même pas. Il le fait où? Au Vélodrome? Oui, j'imagine. Donc, Lucas, tu vas te déplacer carrément à Marseille pour le voir. Je sais pas où est-ce qu'il le fait. Je sais même pas si, par exemple, Jules fait des concerts à Paris. Ou si vraiment, pour lui, c'est pas possible. Ah, il le fait au Stade de France. Ah oui, donc si, oui, Paris, en fait, c'est pas un problème. Sold out complet des deux stades en 35 minutes. Vélodrome et Stade de France. Ah ouais, putain, la vache. 35 minutes. Ouais, bah ouais. Ouais. Bah pour moi, je vais aller dans le sens de Papy quand tu penses qu'en fait un Ami Robé fait que 1500 vues sur Spotify ou que Luigi n'est pas connu, ça m'anéantit. Quand je vois que Jul peut vendre 2 stades en 35 minutes. Pour la musique, ça m'anéantit. Mais après, pour les fans, c'est cool. Et voilà, enfin moi, c'est pas du tout mon délire. Je trouve que musicalement, c'est probablement ce que j'ai entendu de plus faible dans ma vie. Enfin, j'arrive même pas à considérer que c'est de la musique. Mais je respecte le gars, je respecte ce qu'il fait pour la ville. C'est un gros bosseur. Il a bossé sur IAM, il a montré qu'il avait été capable de faire des choses intéressantes. Donc, j'ai pas de hate contre le gars. Juste, c'est vrai que c'est pas du tout mon délire. Mais j'ai pas de hate dans le sens où c'est un bosseur qui respecte sa ville. Et je veux dire, dans notre société aujourd'hui où les gens respectent pas trop d'où ils viennent et ce que les gens leur donnent et ce qu'une ville ou même la France peut leur donner ou des choses comme ça, c'est bien d'avoir un gars qui respecte ses valeurs et qui est toujours là pour la ville de Marseille et qui fait les choses en grand. Juste ça. Mais comme Ayam. Alors Ayam, musicalement, je trouve ça extraordinaire par contre, hein. Mais ça reste, ça a l'air d'être quelqu'un de foncièrement bien. Donc voilà, comme la goule. Comme la goule Walton Goggins, hein, pour revenir sur Fallout. Donc évidemment, Fallout, très 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 bonne série. Je vais y revenir tout d'abord sans spoil pour que justement mon Sky et d'autres puissent avoir un petit avis rapide. Et la première... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, donc encore une fois, c'est que moi, je ne suis pas du tout issu des jeux vidéo. Donc effectivement, ça va être intéressant, je pense, d'avoir un avis très néophyte là-dessus pour ceux qui ont fait les JV. Et surtout, moi j'étais très intéressé là-dessus parce que, quand même, un petit casting intéressant. On a du Walton Goggins, on a du Michael Emerson qui jouait évidemment dans Lost et Person of Interest. On a Price de Mr. Robot. On va avoir Kyle MacLachlan. À chaque fois, j'arrive pas à prononcer son nom, c'est horrible. Évidemment, Dune, Desperate Housewives, un acteur
immensément connu. Et puis, 2-3 nouveaux acteurs que j'ai trouvé particulièrement bons, notamment la comédienne qui joue Lucie, dans son évolution, elle a un regard assez pétillant, enfin, elle a vraiment un truc assez charismatique naturellement, que j'aime beaucoup. On a Michael Rapaport qui fait un petit caméo que je trouve intéressant, que vous avez pu voir notamment dans Prison Break ou dans Peur Bleue. Et puis le sosie officiel de Jonathan Majors. Voilà, ça il faut le dire. Hein. On a le sosie officiel, parce que lui, je pense que très clairement, il pourrait... il serait allé chez Marvel, on lui aurait dit ah, bon bah c'est par là, ou alors il se serait fait virer, hein, vu les circonstances actuelles. Peut-être qu'à un moment donné, plus ils disent qu'il n'est pas Jonathan Majors, mais clairement, un sosie assez fort. Comment ça va mon 12 par sec? Yoval, Lakers versus Nuggets, c'est toi contre moi ma poule. Alors, comment te dire? Regardons les résultats de la saison régulière. Non, c'est pas assez révélateur. Regardons les résultats de la saison régulière et des playoffs de l'an dernier. Non, c'est pas assez révélateur. Regardons les résultats de la saison régulière, des playoffs de l'an dernier et de la saison dernière. Là, ça commence à devenir révélateur. Non, j'ai très peur. J'aurais préféré affronter les Pels sans aucun problème. Et je fais partie des gens qui pensent que les Lakers peuvent très clairement poser beaucoup de problèmes à Denver. Je fais même partie des gens, mon 12 par sec, qui pensent que les Lakers vont prendre le premier match. J'ai pronostiqué 4 de Nuggets, parce que les Nuggets dans mon cœur, et j'ai tendance à vouloir toujours être péjoratif, comme ça au moins je suis toujours agréablement surpris, mais surtout, je vais pas attiser le karma sur les Lakers, parce que Denver, c'est peut-être les Lakers, c'est ensuite Phoenix ou Minnesota, et après peut-être Dallas, et c'est une horreur à jouer. S'ils vont en finale NBA, Denver, la saison est déjà réussie, vu le truc qu'ils vont devoir se farcir. On croise les doigts, mais on verra un peu comment ça se passe. J'espère avoir les mêmes émotions que l'an dernier. Ou l'an dernier, les Lakers prennent 4-0, mais ressenti 4-3 tellement c'était serré. Hein. Donc on verra un peu comment ça se passe. Mais go Nuggets, évidemment, de mon côté, avec tu connais, hein, le petit mug qui va bien. Je sais pas si t'as vu Fallout, d'ailleurs, 12 par sec. Et donc du coup, pour revenir sur Fallout, un casting qui m'intéressait, et puis aussi pas mal de... gens en off, c'est-à-dire dans les bureaux, qui m'intéressaient également dans le sens où on avait Jonathan Nolan à la réalisation et au scénario notamment. Alors Jonathan Nolan n'est pas tout seul à la réal, hein, ça conjugue avec plusieurs personnes, mais il est à la création, au scénar de Fallout. Jonathan Nolan qui est juste le frangin de Christopher Nolan et également aussi le créateur de Westworld et l'un des principaux scénaristes de Westworld, qui était une série que j'aimais tout particulièrement, qui était extrêmement intelligente, peut-être même trop intelligente, qui mêlait là aussi futuriste et western. Enfin, on retrouve beaucoup de Westworld dans Fallout. On retrouve un petit peu de Lost aussi, je trouve, dans Fallout, dans la manière de diriger les acteurs et puis même dans certains castings. Lost, qui est une série que je trouve infiniment brillante aussi, en tout cas dans ses premières saisons. Et merci mon AC pour le 15e mois. Comment ça va mon AC? Merci beaucoup pour le resub, ça fait plaisir. On est à combien là? On est toujours à 3 subs, hein, de la barre des 200. Si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment, n'hésitez pas. Et le premier truc qui m'a marqué dans Fallout, c'est que c'est une série où j'ai rarement vu autant de styles filmiques et même de styles visuels et créatifs différents en un seul show. On a ce système rétro-futuriste où on est dans un univers donc, qui doit être dans les années 2100, 2200, voire même un peu plus loin, parce que je me demande si 2100, 2200, c'est pas là où les bombes explosent, donc on serait probablement en 2400. Enfin, on est dans un univers futuriste, et pourtant, on a ce côté rétro-futuriste qui est, en termes de décor, même de façon de parler, de costumes, etc., c'est les années 50. C'est les 50s américaines, c'est les débuts de l'American Dream, c'est l'Amérique en pleine guerre froide face aux communistes. La série en 2296, donc voilà, vous imaginez à quel point on est dans le turfu. Et même en termes de bande originale aussi, hein, c'est une bande originale avec quasiment que des musiques de l'époque. Et cette manière de gérer ce côté rétro-futuriste va aussi être brillamment utilisée pour de l'horreur. On a certains segments assez horrifiques, je dirais rien pour l'instant pour éviter les spoils, mais il y a certains moments qui sont quand même proches du cinéma d'horreur et d'épouvante. On a le cinéma western,
avec le personnage de Walton Goggins. Bon, ça, c'est pas un spoil, puisque dès le premier épisode, je crois, hein, mon Sky, tu me rediras, mais on le voit avec le lasso, c'est la première séquence d'intro, qui est génialissime d'un point de vue visuel, d'ailleurs, avec les premières explosions des bombes, où on se rend bien compte que lui, voilà, c'est un acteur et un spécialiste du western. Donc on a l'horreur, on a le western, on a le drame, on a le post-apocalyptique, évidemment, quand même, hein, parce que là, c'est complètement... La Terre a été à 95% ravagée. Et en même temps, ce côté rétro, avec les années 50, et on a aussi un univers assez... on va dire glauque fantastique, parce qu'il y a de la SF, mais aussi il y a du glauque fantastique, avec des tas de créatures qui ont muté, qu'on découvre au fur et à mesure. Peut-être un des petits points négatifs du film, d'ailleurs, je trouve que le bestiaire aurait pu être un peu plus riche, mais je connais pas le jeu, je sais pas si le bestiaire est vachement plus détaillé. C'est vrai qu'au niveau du bestiaire, quelqu'un avait dit sur X, évidemment, néo Twitter, que effectivement le bestiaire était peu étoffé. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir plusieurs autres créatures, mais j'ai trouvé que tout se mariait à la perfection. Genre, vraiment. Comme dit Daftoni, c'est glauque, c'est sérieux, c'est loufoque. Il y a beaucoup de séquences, en fait, tout de suite désamorcées par de la musique. Donc ça donne un côté hyper atypique. Alors, atypique, déjà vu, hein, on a déjà vu, Tarantino le fait souvent, hein, de l'action, un truc hyper violent, puis derrière de la musique, Stuck in the Middle with You, par exemple, sur Reservoir Dogs, où le mec il danse pendant qu'il charcute un mec. Bon voilà, ça c'est déjà fait, hein. Mais là, pareil, on désamorce. C'est drôle parce que des bombes sur Terre, on désamorce. Enfin, je suis brillant, oui, je ferai le Bataclan, hein. D'ici 3 semaines, n'hésitez pas à venir me voir, évidemment, je suis un humoriste en devenir. Alors, je vous le dis, non, très clairement. Mais on désamorce toujours certaines situations hardcore avec une musique qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu dans la manière dont c'est mis en scène, dont c'est monté, dont c'est narré, dont c'est désamorcé, où il y a du loufoque, il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a effectivement aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup de dérision vis-à-vis des personnages. C'est complètement décomplexé. Moi, je dirais que c'est une série qui est fun. Et on en a besoin. C'est fun, mais ça prend pas le spectateur pour un con. Allez pas me dire Fast and Furious, c'est fun. Fast and Furious, c'est stupide. Et de temps en temps, ça réussit à être fun parce que c'est stupide. Ça, c'est fun, mais c'est extrêmement bien écrit. Et donc, du coup, en fait, on a cette jonction de se dire tous les univers sont mélangés, les personnages, chacun représente à peu près un univers. Ah, les mecs des abris, c'est des gars typiques des années 50. Le western, c'est évidemment la goule Walton Goggins. On a un côté aussi un peu militaire, armé, presque un peu confrérie, chevalier, semi-religieuse, on sait pas trop. Enfin, par Maximus. C'est marrant aussi, ça. Le côté mélange des genres, dans le genre où ceux dont on connaît le nom, ça va être Thaddeus et Maximus, donc ça fait très romain. Mais en même temps, on les appelle chevaliers écuyers, donc là c'est le Moyen-Âge. Et puis ils arrivent dans des trucs science-fiction, armée, armature, futuriste. Donc même là, ils mélangent le truc où tu te dis, c'est un gloubi-boulga qui a aucun sens, mais qui est tellement bien manœuvré, mais que ça en devient jouissif. Alors, des épisodes un peu plus de transition par rapport à d'autres, hein, c'est vrai, mais on a aussi ce côté road trip, voilà, parce que ça reste un road trip où on suit la plupart du temps des personnages. Ce qui, moi, comment dire, a peut-être été un des petits défauts, je trouve qu'ils se retrouvent quand même vachement tous vite. C'est-à-dire que, bon, ça se déroule globalement en Californie, puis un petit peu aux alentours. C'est grand, la Californie, je trouve qu'ils se retrouvent tous très rapidement au même endroit, à des moments où tu te dis, tiens, c'est étonnant, parce que 10 minutes plus tôt, t'as pas du tout l'impression qu'il va être au même... enfin, qu'il a la capacité narrative d'être au même endroit. Mais voilà, c'est un mélange des genres total que je trouve extrêmement réussi, qui a son lot de scènes marquantes. Alors, pour pas spoil, je sais pas si Sky est toujours dans le chat, je vais regarder. Sky est toujours là, donc justement, pour l'instant, je vais toujours éviter les spoils. Là, dans le premier épisode, je trouve que la première séquence d'introduction avec les bombardements est très forte visuellement, extrêmement bien maîtrisée. Ça se joue sur les regards. On joue beaucoup sur les regards, sur la direction d'acteur, etc. D'abord de la petite, ensuite de Walton Goggins. La peur, l'effroi, etc. Pour arriver tout de suite à désamorcer encore une fois avec la séquence suivante où on est dans l'abri, où on se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ces guignols.
voilà, encore une fois, c'est assez impressionnant. Quelqu'un le disait dans le chat, mais c'est une série qui n'hésite pas aussi à mettre pas mal de romantisme. Je trouve que, mais c'est du romantisme bien géré. C'est-à-dire que c'est toujours au service de la narration, c'est jamais de trop. C'est même du romantisme et des situations attendues qui, elles aussi, sont désamorcées. C'est-à-dire, moi, alors, mais ça, je peux pas en parler. On y reviendra plus tard, mais il y a des situations qui sont désamorcées, je trouve, par rapport à tel ou tel élément, notamment entre Maximus et Lucie. Et c'est une série visuellement, moi, qui m'a aussi. Je vais voir si vous arrivez à comprendre là où je veux en venir. On va dire en gros, dans les séquences d'action, costumes, maquillage, effets spéciaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, globalement? Moi, il y a un truc qui m'a marqué tout de suite où je me suis dit, c'est fort, parce qu'ils auraient pu tellement user d'une solution de facilité où au final ils se sont fait chier d'un point de vue créatif. J'attends de voir dans le chat si vous voyez où je veux en venir. Ça se passe notamment voilà, au niveau séquences d'action, effets spéciaux, maquillage, euh, costumes, etc. Et Daftoni a trouvé tout de suite. On est quasiment que sur du maquillage ou des animatronics ou de la robotique. Il y a quasi que du practical. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est pas un spoil, ça, mon Sky, t'inquiète pas. Il y a une séquence où on voit une espèce de grenouille géante ou un truc qui a muté, voilà, qui essaie de bouffer deux personnages. J'ai été très étonné de voir que dans les épisodes où on le voit, il y a assez peu d'images de synthèse. Dès qu'on le voit de près, on sent qu'il y a des retouches effets spéciaux numériques sur le practical, mais c'est fait en animatronics, en maquillage, en make-up, et c'est tellement bien. Je me suis même posé la réflexion sur comment ils ont réussi à filmer ça, sur les séquences avec les robots. Les robots qui l'évitent, etc. Ou même l'armure principale donc, du chevalier que récupère Maximus. Il y a ce côté practical tout le temps où tu as vraiment l'impression que c'est à la fois kitsch, mais en même temps plus réaliste. Et c'est pas con, parce que si tu mets du kitsch dans une série qui normalement garde cette vibe années 50, c'est pas grave. Il y a plein de moments kitsch dans Fallout. Mais en vrai, si c'était pas kitsch et que c'était en image de synthèse, bah ça dénaturerait grave le truc. Parce que forcément, c'est une série qui doit avoir, même visuellement et d'un point de vue purement logique, ce kitsch-là. Donc c'est malin. C'est malin. C'est voilà, moi j'ai trouvé que ça regorgeait de petites choses intéressantes. Alors évidemment, oui, ça donne carrément envie de voir les jeux vidéo. Évidemment, ça donne carrément envie d'y jouer et d'apprendre l'univers et de voir un petit peu ce qu'il en est. Du peu que j'ai pu me renseigner, vous allez me dire, ça a l'air de se rapprocher de Fallout 4. Je dis ça parce qu'apparemment, Fallout 4, tu incarnes un gars dans un abri qui sort à la surface et qui doit lutter pour survivre et avoir des aventures. Un peu ce qui arrive à Lucie finalement. Donc je sais pas si Fallout est plus proche, enfin c'est en gros sa matière première c'est Fallout 4 ou si c'en est peut-être le 3 ou les autres ou New Vegas ou voilà, mais ça a l'air du peu que j'ai pu en voir, ça a l'air d'être assez rapproché Fallout 4, ce qui est super puisque je le rappelle, d'ici une semaine je crois il y aura un pack next-gen pour Fallout 4, ce qui me donnera à mon avis l'opportunité de le tester parce que j'ai envie de tester Fallout, voilà, quand t'es dans la mouvance. Et graphiquement, en termes de ton, c'est plus proche de Fallout 4. Donc voilà, si on me dit il y a des côtés 3 et 4, du coup, bah, ça ferait qu'à mon avis, je serais grandement capable d'apprécier le quatrième. Surtout qu'il n'y a aucun personnage, à l'exception d'un, qui est dans les jeux. Donc c'est super. Parce qu'au final, bah, ça va être de la découverte totale. Et ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le ton, j'ai beaucoup aimé le développement de personnages. Je trouve qu'il y a une évolution où assez rapidement, en fait, tu te rends compte que tout sont des zones de nuances. Il n'y a pas de Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements là-dessus. Là, pareil, c'est pas un spoil, puisque je ne vais pas dire ce qui se passe, je donnerai juste le nom. L'un des meilleurs rebondissements, pour moi, c'est les habitants de l'abri 4. Vous verrez pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Je me suis dit, c'est malin quand même. La manière d'où ils nous font croire que, et puis au final, non. Et tu te dis, donc tu apprends encore plus sur le lore avant, mais tu as ce twist où c'est pas si simple que ça, et tu reviens un petit. Enfin, tout est très très bien monté.
dans la manière dont on découvre les personnages, dont on se dit il y a quelque chose qui va pas là-dedans, les rites un petit peu sanglants, complètement chelous, puis au final, tu te rends compte et tu te dis, ah non, 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 mais c'était pas du tout sur cette piste-là qu'il fallait aller. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Dans l'épisode 1, là, pour le coup, ça je peux le spoil puisque vous l'avez vu, pareil pour le mariage de Lucie, même si celui-là, je m'y attendais un peu plus. Le mariage de Lucie avec le gars qui se marie à Lucie et puis tout son groupe là qui donc du coup arrive et puis démolit complètement cet abri-là. Après, tu me diras, Bart, on apprend plus tard qu'il y a encore une fois tout un twist et toute une raison de pourquoi ils font ça, et qui rebascule complètement la balance, largement. Hein. Mais, mais oui, 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 ça, bon, sur l'instant T, je l'avais senti, mais pareil, c'est l'effort narratif de se dire, 7 épisodes plus tard, ah, c'était pour ça, d'accord, ok, je comprends. Mais alors, vous m'avez encore une fois eu sur mon propre jeu. Donc, non, c'est fort. Et même d'un point de vue de performance d'acteur. D'un point de vue de performance d'acteur, Lucie, je la trouve hyper attachante. Alors, physiquement, elle est magnifique. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est vrai que Lucie, physiquement, voilà, elle incarne le truc de la. Je dis ça dans le sens, elle incarne le truc de la beauté fatale de l'abri, qui est bien propre sur elle, gosse de riche, qui n'a jamais connu autre chose que cet abri, voire même un peu BCBG, QQ, qu'on pourrait considérer même sans intérêt, mais qui va se révéler autrement. Donc, le fait que d'abord on joue sur ça, pour ensuite derrière aller manœuvrer une évolution de personnage où elle va apprendre la dureté, la douleur, la véracité de la surface, et puis des segments très très forts en termes de révélation, offre un très bon développement de personnage. Pareil pour la Goule. La Goule, même sans spoil dès l'épisode 2, parce que dès l'épisode 2 c'est encore plus probant, mais je l'ai senti dès le 1 que ce serait pas un antagoniste comme les autres. Comme tu dis, Soul, ouais, voilà, Lucie, c'est le côté innocent, insouciant, déterminé. Et alors, c'est un truc qui est très cool aussi, que j'ai trouvé dans Fallout. Vous allez me dire si vous l'avez ressenti de la même manière, hein, mais j'ai trouvé que c'était filmé et monté et mis en scène comme un jeu vidéo. Il y a beaucoup de segments où tu as l'impression de voir des personnages secondaires de jeux vidéo. C'est genre, t'as un point B, t'as une quête à résoudre, t'as un truc secondaire à faire qui va te mener à la quête suivante. Tu rencontres un PNJ quelque part, il va y avoir une péripétie narrative vraiment de PNJ de jeux vidéo, et puis ensuite on va vers autre chose, etc. Et moi j'ai trouvé que c'était malin de faire ça comme ça. Donc c'est pareil, voilà, le mot quête, tu vois, Soul m'a fait penser à ça dans le genre où t'as ce système dans Fallout, je trouve, c'est des personnages qui ont tous une quête. Et ils ont tous des quêtes différentes, à la manière d'un jeu vidéo. Et c'est la force d'une adaptation. C'est la force d'une adaptation. Beaucoup d'adaptations n'ont jamais pensé à faire ça. Et là, c'est fort, créativement. Donc, en vrai, très très bon là-dessus. Hein. Très très bon. Et oui, alors, Walton Goggins, pour moi, n'est pas un antagoniste. On va passer dans la partie spoiler, parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup à développer pour spoiler. Mon Sky, si tu veux évidemment quitter là maintenant, tous ceux qui n'ont pas vu la série, n'hésitez pas à quitter et puis à revenir sur Valou les VOD sur YouTube, évidemment, pour voir la fin de la critique si vous voulez la rattraper. Vous serez à 45 minutes. Comme ça, au moins, c'est rapide et efficace. Vous serez à 45 minutes de vidéo. Là, on va partir dans la partie spoiler. Dès le deuxième épisode, quand il ressuscite le chien, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Mais même dès le premier épisode, quand on voit Walton Goggins l'introduire de façon père aimant avec sa fille, etc., j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui allait être différent et qu'on était plus sur un anti-héros qu'un antagoniste. C'est un personnage romantique, quelque part. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa femme et sa fille. Et il n'a pas le physique de l'emploi. C'est un franc-tireur, un chasseur de primes sans foi ni loi, mais qui a un côté romantique. Et il incarne vraiment ce côté Far West, western, spaghetti, avec le côté solitaire, lone man, mais en même temps lone wolf, qui a encore du romantisme et un amour où tu sens qu'il y a des fêlures derrière. Il y a beaucoup de systèmes dans la série Fallout qu'on se rend compte qu'il a des fêlures. Et qu'il n'est pas un antagoniste à proprement parler.
C'est pas un mauvais gars. Enfin, moi, je l'ai jamais considéré, dites-moi dans le chat, je ne l'ai jamais considéré comme un méchant. Je ne l'ai jamais considéré comme un mauvais gars. Et encore moins quand on voit dans les passages en flashback que le mec, tout ce qu'il veut, c'est vivre dans un ranch et qu'il est à l'opposé de tout ce que fait Voltec et qu'il est à l'opposé de vouloir tuer les plus faibles pour laisser vivre les plus forts et de tester les abris en annihilant complètement la planète, etc. Il a un... Voilà, il est très bien écrit. Il est très très bien écrit. Alors c'est ce que je disais aussi sur les situations désamorcées, fun mais aussi romantiques vis-à-vis de Lucie et Maximus. J'aime beaucoup la scène où Lucie demande à Maximus si il a envie de Ken. Et en fait, lui, il est complètement dépassé par le truc. Puis elle est là, okidoki. Puis un peu ça. En fait, c'est genre, il y a une manière, même dans le sexe, dans l'amour et dans ces choses-là, d'être complètement décomplexé. C'est-à-dire que en gros, le mec, tu le connais depuis 10 minutes, tu viens de te marier, il est à walper devant toi, t'arrives et c'est parti pour la meilleure partie de jambes en l'air de toute ta vie, quoi. Je sais pas si c'est l'esprit Fallout, mais il y a ce côté complètement décomplexé, aux antipodes de ce qu'on voit d'habitude, bah, qui fait du bien. Qui fait du bien. Parce que c'est vrai que dans un esprit comme ça, aujourd'hui en 2024, des séries, on en a plus beaucoup, quoi. À l'heure actuelle, avec toutes les conneries de wokisme et puis de censure et de voilà, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui une série comme Nip Tuck pourrait encore sortir de la même manière que c'est sorti. Il y a beaucoup de séries, à mon avis, qui seraient très compliquées à mettre en place. Fallout, c'est pas Nip Tuck, hein, mais c'est très décomplexé. C'est voilà, hein, c'est très décomplexé. Tu peux taper des PNJ en 2 lignes de dialogue. Ouais, c'est ça. Mais tu le retrouves. Si c'est dans le jeu, tu le retrouves aussi là dans la série. Et donc, tu as des choses intéressantes. Là où je disais, par exemple, que la série naviguait pas mal sur plusieurs thèmes, moi, il y a deux moments qui m'ont pas mal frappé. J'ai deux trucs en tête là. C'est quand la goule essaie de ramener Lucie dans un endroit où normalement on est censé prélever ses organes et qu'en fait on comprend ce qu'est véritablement une goule, de pourquoi lui a survécu aussi longtemps grâce aux petites fioles, et ce qui arrive aux ghouls qui deviennent un peu des morts-vivants à la 28 jours, 28 semaines plus tard, ou à l'armée des morts. Ils perdent totalement le contrôle, etc. Il y a un côté un peu triste même pour eux, bon bah voilà. Preuve en est par exemple du fait qu'il n'est pas totalement inhumain. Il le tue son pote, la goule. Quand il voit que son pote dit, je crois que c'est je m'appelle Roger, je sais plus si c'est Roger ou quelque chose comme ça, et que bon bah voilà, lui il sait que l'autre est condamné. Walton Goggins sait que son pote est condamné, il n'a pas un côté néfaste là-dedans. Il le sauve de sa condition parce que même lui en a peur de devenir comme ça. Et j'ai trouvé que la scène justement avec l'arrivée de toutes les goules avait ce côté horrifique extrêmement intéressant. Et rajouter de l'horrifique à de l'épouvante et du glauque, c'est le sanctuaire du niveau moins 12, ou niveau 12, je sais pas si c'est 12 ou moins 12, de l'abri 4. Quand j'ai vu qu'ils faisaient des expériences, heureusement qu'on le voit pas d'un point de vue visuel, hein, mais quand j'ai vu qu'ils faisaient des expériences sur des créatures qu'ils essayaient d'accoupler avec des femmes, et que des femmes accouchaient de poissons qui les bouffaient après l'accouchement. Oh, j'ai vu cette scène, genre c'est dégueu, oh mon dieu. Et en fait, ce truc s'ajoute à l'ambiance où tu peux avoir un côté fun et tu peux derrière faire quelque chose de radicalement différent. Et après, tu bascules dans l'horreur, tu joues sur la colorimétrie, la mise en scène, plus de lumière, etc. Absence totale de musique, absence de son, et tu suis que le personnage dans un truc assez effrayant. Et t'arrives là et tu te dis, ah mais c'est ça l'idée en fait. Genre c'est ça l'idée, c'est genre vous êtes en train d'accoupler des créatures avec des... c'est grave de ouf quoi. Mais cette séquence-là est hyper forte. Hyper forte. Donc c'est un mélange pour moi, hein. Voilà, si je devais résumer Fallout, c'est un mélange des genres génial. C'est aussi une opportunité pour voir des personnages où t'as pas l'habitude de les voir en antagoniste, mais le père de Lucie, Hank, sera très probablement l'un des principaux antagonistes pro-Voltec des prochaines saisons, j'imagine. On voulait parler de théorie tout à l'heure avec Soul. Moi, j'imagine que lui va avoir un rapport d'antagoniste.
Et voir cet acteur-là dans ce rôle-là, revanchard, va être très intéressant. Parce que là, c'est l'intelligence du casting. C'est l'intelligence du casting qui veut ça. Ça, moi, j'ai trouvé ça malin. Euh, le rapport des nuances avec certains personnages est malin aussi dans leur évolution, dans leur traitement, dans la manière dont ils vont être traités les uns les autres. C'est vrai que le bestiaire est assez. Si je regarde, on a les cafards, on a un ours, une espèce de grenouille, salamandre, je sais pas trop quoi, géant, triton géant. Euh, Il n'y a pas beaucoup d'autres bestioles. Il n'y a pas un bestiaire beaucoup plus développé que ça. Ça aurait mérité plus. Maintenant, c'est que la première saison. Donc, ils ont aussi mis le parti de faire des flashbacks. Et alors, pareil, moi, d'un point de vue néophyte total, les séquences en flashback, je les ai trouvées très intéressantes. Ça permet d'encore plus découvrir le tenant qui a mené à tout ça, la monstruosité humaine, et il y a un fond derrière. Le capitalisme, entre autres. Jusqu'où on est capable d'aller pour tester nos créations, jusqu'où les États-Unis et le reste sont capables d'aller pour le profit, pour le capital, pour le plaisir des ultra-riches, jusqu'où on va pour soi-disant tenter de préserver l'humanité, sachant qu'en fait on va mener de nous-mêmes à sa perte. Il y a des tas de configurations en fait d'un point de vue humain qui sont intéressantes. Là où finalement les hors-la-loi, les, euh, les personnes qu'on considère les plus sauvages sont juste les plus humains, sont ceux qui ne voulaient pas ça. Walton Goggins en a été jusqu'à espionner sa femme et le regard. Je sais pas si ça vous vous en souvenez, hein, mais le regard de Walton Goggins quand il entend sa femme, d'un point de vue performance d'acteur, il fait tout dans cette série. Il est extrêmement costaud parce qu'il fait tout dans cette série. Donc, bon. Il tease niveau bestiaire à la fin de l'épisode 8, je sais pas si t'as remarqué. Bah, moi, je connais pas l'univers. Le seul truc à la fin de l'épisode 8 en bestiaire qui m'a marqué, c'est un crâne. Je me suis dit, tiens, il y a un plan quand même largement prononcé sur une créature qui a l'air assez abominable, avec une espèce de. Un crâne avec des cornes et puis une tronche un peu limite de lézard. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Mais bon, j'imagine que s'ils ont fait un plan là-dessus, c'est pas pour rien. C'est que le plan a duré une vingtaine de secondes, hein. Donc, globalement, c'est que ça doit être important. Mais bah, j'ai pas la référence de ça. Mais non, oui, c'est vraiment une série que j'ai trouvée de haut niveau. C'est une série que j'ai trouvée avec pas mal de, voilà, pas mal de manières. C'est ce que je disais justement sur les twists. Le fait que finalement les personnages de l'abri 4 ne soient pas les méchants, mais ceux qui ont veillé sur tous ceux qui ont eu les expériences ou tous ceux qui viennent de la surface et qui ont hérité de ça et qui essaient de protéger les femmes encore enceintes et de les maintenir en vie, sachant que c'est les scientifiques de Voltec qui ont fait ces expériences-là. Alors en plus, me semble-t-il, c'est drôle parce que je crois que le scientifique qui faisait ces expériences-là, c'est celui que Walton Goggins présente en mode Voltec c'est super pour un avenir meilleur. Donc tu vois, comme il présente une famille où en fait bah, c'est complètement des détraqués quoi. Tu présentes ça dans la plus grande lecture des publicités des années 50 en mode c'est eux nos sauveurs. Et finalement, non, pas du tout. Parce que tu retrouves ce mec-là plus tard et tu te dis, ah, c'est toi qui fais s'accoupler des grenouilles avec des humains. Sympa. Bah, bien joué, frérot. Hein. J'aurais pas dit mieux. Très clairement, non, non, je te le dis. Donc, il y a toujours ce côté, on t'emmène sur une piste, on va t'emmener vers une autre derrière. C'est une série qui est gore aussi. Alors, gore, mais décalé. Ça me fait beaucoup penser à Tarantino aussi là-dessus. Voilà, ou des westerns un peu crades, un peu à la Robert Rodriguez. Grosse effusion de sang, tu te prends un coup de fusil à pompe, ton cerveau explose, tu te prends un 9 mm ou un flingue lambda, tu vas avoir une mandarine dans la tronche, avec des effusions de sang exceptionnelles. C'est gore, mais l'avantage musical de mise en scène, de réalisation et scénaristique fait que du coup c'est jamais gênant. C'est jamais gênant parce que c'est désamorcé tout de suite. Donc ça rajoute au plaisir et au fun de ce qu'est réellement la série.
la tête broyée par l'armure de Maximus, ouais. Oh, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Quelles sont les scènes qu'on pourrait référencer comme relativement gore? Moi, je m'attendais. Alors, je sais pas s'il y en a qui s'y attendaient. Michael Rapaport, dans l'épisode 2, je crois, ou 1, je me demande. Non, je crois que c'est le 2, fait un grand laïus à Maximus. Et j'étais convaincu que l'ours était pas mort et qu'il allait lui bouffer la tête en pleine phrase. Un peu à la peur bleue. C'est-à-dire, il est là, en fait, il est pas mort, et l'autre, il est en train d'insulter son pote, insulter son pote, insulter son pote, et finalement, il va se faire bouffer le crâne, tu vois, comme ça, avec l'ours qui revient et qui lui met une gigamandale. J'étais convaincu de ça. Au final, non. Il meurt même en hors-champ. J'aurais préféré qu'il y ait une conclusion. Mais il y a pas mal de... Oui, la jambe de Thaddeus qui est écrasée et puis qu'on revoit plusieurs fois. Tu te dis, c'est du domaine de l'impensable, hein, le fait d'avoir 4 os brisés, un pied par là, deux autres orteils là, qui tiennent plus qu'avec un tout petit bout de peau. Bon, on s'assoit... Enfin, c'est pas une série qui est voulue réaliste. Je pense on l'a tout, on l'a bien compris. Mais pareil, d'un point de vue chronologique, au début, t'es un peu dans le flou. Et en fait, t'apprends au fur et à mesure pourquoi certains ont une plus grande expérience de vie. Et puis d'autres, en fait, ont tout simplement été mis dans des caissons et sont revenus après parce que eux étaient considérés comme les hommes capables de recréer une humanité plus saine. C'est un peu le même principe qu'avait Thanos, hein, dans Marvel. Dans le genre, l'humanité est vouée à sa fin. Là, en plus, sous couvert de communisme, faisons tout sauter, partons de zéro. Ouais, c'est même pas repartir de moitié. C'est repartir de zéro directement. Donc non, c'est bien vu. C'est bien vu, puis je vous dis, si d'un point de vue d'un point de vue visuel et direction artistique, il y a quand même quelques séquences qui sonnent pas mal fond vert. Tu peux pas trop faire autrement. Mais le fond vert, ça t'arrive de le ressentir. Moi, j'ai tellement été marqué par le fait que tout a été fait quasiment en practical effect qu'on a quand même un grand soin apporté au décor que j'ai trouvé ça riche. Moi qui aime beaucoup la Californie, Los Angeles, etc., la séquence finale à l'observatoire où tu vois tout Los Angeles s'allumer, etc., il y a un côté post-apocalyptique très bien manœuvré, je trouve. Il y a vraiment, hein. C'est avoir le monopole capitaliste. Ouais, voilà, c'est ça. Il est que question de capitalisme, d'argent, de magouille, de politique, de combat contre les communistes. Et ça rend le truc abominable, quoi. Ça rend le truc abominable. Donc moi, j'ai trouvé ça, euh, riche, vraiment riche. Et puis, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté dans la réal et dans les dialogues et dans la mise en scène à la Westworld. Vraiment. La patte Jonathan Nolan se ressent rapidement. Et du coup, tu penses quoi des flashbacks? Bah, les flashbacks aident au rétrofuturisme, parce que tu vois ce côté futuriste par moment, mais en même temps, dans les maisons et ailleurs, partout, les voitures, tout ça, bah, tu peux même saluer la reconstitution d'époque, hein, parce que tu es quasiment dans une reconstitution des années 50. Donc la reconstitution en termes de décor, etc., est vraiment, vraiment pas mal. Et moi qui n'ai pas fait les jeux, j'aime bien l'idée de me dire qu'on m'explique un peu ce qu'il en est, pour encore plus mettre en avant les dérives américaines, encore plus mettre en avant le capitalisme à outrance, jusqu'où l'être humain est capable d'aller, l'évolution des personnages qu'on retrouve 200 ans plus tard et qui en fait nous ont été pris dans des twists où ils ont changé, mais où ils gardent au fond d'eux un aspect, tu vois, qu'on pouvait avoir avant. La montée de la tension aussi dans les flashbacks où tout est vu de la part de quelqu'un qui est complètement dépassé par les événements. C'est-à-dire que c'est bien de faire de Walton Goggins l'élément phare des flashbacks parce que lui est complètement en dehors de ça, complètement en dehors du futur du capitalisme, des grandes villes, des abris. Lui, il veut juste un ranch. Et en fait,
lui représente l'homme, l'humain, ce qui reste de l'humain. L'un des moments qui m'a le plus touché, c'est con, hein, Soul. Je sais pas si c'est pareil pour ceux qui ont vu la série, mais l'un des moments qui m'a le plus touché, c'est le fait que s'il commence à espionner sa femme, c'est parce que les chiens ne sont pas admis dans les abris. Et c'est con, mais en vrai, c'est bien vu. Surcharge d'énergie, pas envie de leur donner de l'alimentation, des choses comme ça. Et là, tu te rends compte, en fait, de l'humanité énorme qu'a ce mec. Voilà, qui a voulu mettre sa famille dans un abri financier, qui a pas vendu son âme, mais qui a accepté voilà, de l'argent, des emplois, des métiers, des films, pour des côtés budgétaires, pour le bien de sa fille, pour le bien de sa femme. C'est quelqu'un qui pense à l'autre. Et voir la dégradation, justement, qu'a pu faire, non seulement le post-apo, mais aussi le capitalisme, euh, au personnage de Walton Goggins ensuite, c'est très malin. C'est très malin. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Parce que tu vois une évolution qui, grâce au flashback, devient sensée. Tu comprends. Et honnêtement, Soul, il n'y aurait pas eu les flashbacks, je pense que la série, je l'aurais toujours appréciée. J'aurais été un peu plus en demi-teinte parce que je me serais dit, merde, en fait, j'ai rien compris. Tu sais, j'aurais eu la sensation de, j'ai pas joué au jeu, je connais pas l'univers, je suis une bille et j'ai rien bité au truc. Et en fait, ça, non. C'est une des forces de la série. Vous n'avez jamais joué à Fallout, vous allez aimer autant, peut-être pas autant parce que je pense que les joueurs de Fallout, il y a des moments où forcément, moi j'ai pas la ref, mais ils se sont dit, waouh, de ouf. Rien que pour vous dire, j'ai regardé des extraits de Fallout 4 parce que je voulais avoir, voilà, des extraits, etc. pour me faire une idée de ce à quoi ressemblait le jeu. J'ai vu un extrait avec le robot qui est le robot qui dissèque un peu les organes dans l'épisode où Lucie se fait capturer. C'est un travail de reconstitution d'adaptation qui est énormissime. Je parle même pas des abris, des costumes, des trucs et tout, mais quand j'ai vu rien que ça, je me suis dit, ah ouais, vous avez repris le même délire, quoi. Genre vraiment au boulon près dans le robot. Donc j'imagine même pas, en fait, pour les gens qui ont joué au jeu, le côté quali et le kiff que ça doit être de voir ça en live action. Mais c'est une série qui n'oublie pas les néophytes, et c'est ça qui est important. C'est pour moi le défi le plus important quand tu fais une série adaptée d'un jeu vidéo surtout. Livre, c'est dans l'imaginaire, ça peut encore être différent. Mais des jeux vidéo, t'as déjà un socle de base. Tu vois ça, tu te dis putain, non c'est fort. Non c'est fort. Évidemment, dans Fallout, tu apprends sur le passé avec les ordinateurs dans le jeu ou avec des livres, des notes. Ouais, voilà. Ça, c'est un procédé classique. C'est-à-dire que dans le monde des jeux vidéo, maintenant, si tu veux apprendre le lore, c'est beaucoup par des notes, des carnets, des cassettes audio, des vidéos. Et puis t'apprends le lore par là. La plupart du temps, t'apprends même plus le lore comme ça que t'apprends le lore dans la narration principale. Tu peux apprendre le lore dans la narration secondaire aussi. Là, ils ont mis ça parce qu'effectivement, des notes, des choses, des machins. Tu me diras, t'aurais pu, et en même temps, ils le font un peu dans les abris. Et c'est peut-être ce que j'ai le moins apprécié. Vous savez, c'est ce qui m'a le moins intéressé. C'est le traitement de l'abri une fois que Lucie est partie. Voilà, la nouvelle gérante de l'abri 32, celle qui accouche, le frère qui va apprendre telle ou telle chose sur l'abri 31 et sur le. Ça aide évidemment à la narration parce que ça fait sens avec les flashbacks. Globalement, c'est assez peu intéressant. Moi, les deux segments qui m'ont le moins intéressé, c'est ça et la confrérie. La confrérie, franchement, je suis totalement passé à côté. J'ai trouvé qu'ils avaient rendu ça assez terne d'un point de vue créatif et visuel. Dans la photo, c'est toujours très très terne, très gris. Alors c'est probablement voulu, mais pour moi, ça manque de quelque chose. Je trouve pas les personnages de la confrérie hyper charismatiques. Parce que, bah voilà, hein, quand tu vois ce qu'il y a à côté, eux sont nettement moins intéressants. Moi, l'arc autour de l'abri, même si je comprends hein, les enjeux politiques, le déni des gens dans l'abri, tu vois, par rapport à la surface, le fait que certains se rendent compte qu'il y a anguille sous roche et qu'ils veulent aller un petit peu plus loin,
Et puis toutes les révélations finales, je vois un petit peu le délire, hein. Puis il y a encore une fois, c'est là où ça montre le plus le côté, comment dire, années 50, euh, esthétique à l'ancienne, voilà, bon, ça c'est forcément intéressant. Mais c'est pas l'arc qui m'a le plus passionné. Du même manière que l'arc de Maximus n'est vraiment pas celui que j'ai le plus aimé, principalement par manque de charisme des comédiens qui y étaient, et puis parce que très 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 secondaire. Maximus est beaucoup plus intéressant quand il est avec Lucie notamment, hein, pas quand il est du côté de la confrérie. Maintenant, c'est vrai que on en parlait Soul en termes de théorie. Maximus va-t-il devenir un antagoniste malgré lui? En gros, pour moi, là, il y a deux options. Soit Maximus accepte le statut de chevalier, continue à vivre dans le mensonge, même si là, on n'a pas... Enfin, il voulait dire la vérité, on lui a pas trop laissé le temps, et devient un des cadres, et embrasse les délires donc de son supérieur, et là, ça devient un antagoniste malgré lui, qui sera, par concours de circonstances, opposé à Lucie et la Goule plus tard. Soit il quitte la confrérie, voilà, au plus simple. Soit il quitte la confrérie et il tente d'aller, il leur fait à l'envers, il tente d'aller retrouver Lucie et de continuer ses aventures avec. Et puis du coup, bah, la confrérie aura un nouvel ennemi. Lui, pourquoi pas partir avec une armure. Je suis désolé si je baille beaucoup, c'est que je suis revenu de mon entraînement de boxe et globalement il était très dur. C'était un des plus durs que j'ai jamais fait, donc je suis vanné. Mais ça, tout est, dans ce que je dis, tout est valide, hein. Le cerveau fonctionne encore, c'est le corps qui est un peu plus fatigué. Mais oui, ça semble être le plus logique que Maximus. Mais maintenant, tu vois, d'un autre côté, dans son regard, il y a beaucoup d'étonnement. Enfin, pas d'étonnement, il y a un gros dilemme. J'ai trouvé que dans le dernier plan où on lui lève le bras, où il a un regard très dur, il y a un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'embrasse cette destinée ou est-ce que je les envoie tous se faire foutre? On sent qu'à l'heure actuelle, je pense Soul, dans l'instant T, le moment M, le moment, la seconde S, le Big G, tu vois, le Johnny Big G, au moment J, il sait pas encore ce qu'il fait. Il a de l'ambition, il est amoureux, il sait ce qui est juste, il sait ce qui n'est pas juste, mais au moment où la saison 1 s'achève, lui-même ne sait pas ce qui va se passer. Il sait pas où il va aller. Il sait pas ce qu'il va écouter. Donc c'est ça qui sera intéressant dans la saison 2. Là où, pour le coup, tu vois, entre Lagoule et Lucie, il va y avoir une relation de haine et de respect. Je pense pas que ce sera des grands amis, mais je pense qu'il y aura une vraie relation de respect qui va s'installer entre Lucie et Lagoule. Qui sera intéressante parce que c'est le feu et la classe. Pareil pour Lucie, ouais, qui devient ultra déterminée, forte, une femme forte, hein, guerrière, battante. Alors que dans les premiers épisodes, c'est le symbole de la godiche niaise. Même pas godiche, parce qu'elle est maline. Mais naïve. Naïve, niaise, insouciante. Et l'évolution est super là-dessus. Donc tu mets cette nana-là avec la goule, ça peut faire déjà en termes de puissance de dialogue, c'est beau. La pureté de l'innocence, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment une innocence forte, qui découvre tout ce que le monde en fait lui réserve. Pur habitant d'abri. Ah ouais, 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 parce que les habitants d'abri, la plupart. Oh, les tâches. C'était à chaque fois que je voyais les séquences dans les. Oh là là, mais moi là-dedans, je tiens une semaine, même pas, hein. Même pas, hein, je tiens 4 jours, hein. J'en aurais marre. Qu'est-ce qu'ils sont neuneux là-dedans. Alors t'en as 3-4, ça va encore, hein, mais. Oh là là. Ah ouais, ils ont pas inventé l'eau chaude, hein. Mais ça a un côté, oui, ça a un côté qui rajoute en humour. C'est une série qui a beaucoup d'humour. C'est une série qui a beaucoup d'humour, qui a pas mal de segments aussi euh, forts émotionnellement. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une série qui mise beaucoup sur l'émotionnel, mais le peu de fois où elle le fait bien. Walton Goggins c'est sa fille dans l'épisode 1. Walton Goggins c'est sa femme quand sa femme dit qu'il faut écraser la planète. Le seul et unique baiser. Alors, et pas encore. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle aussi, mais ça, je pense que c'est l'esprit Fallout. Séquence romantique, on l'attendait, ils ont fait durer. Le bisou entre Maximus et Lucie, qui pourrait être juste un moment romantique avec une belle musique derrière.
si t'avais pas un gros voyeur dans sa baraque qui ouvrait la fenêtre toutes les 30 secondes, et à chaque fois que Maximus revient pour l'emballer, lui il est là. Ouais, bien joué, champion. Vas-y, ouais, ouais. Sans que le gars, il est là. Ouais, c'est bon, ça. Et en fait, ça doit être, encore une fois, l'esprit Fallout du... On est sérieux, mais en même temps, on est décalé. Genre, on va vous faire un truc sérieux, romantique, qui est plutôt beau, mais on le désamorce avec un Gugus qui regarde et qui se pourlèche un peu les babines du... Ouais, bien joué, champion. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Avec les deux têtes qui s'embrassent aussi en même temps, ouais, voilà. Enfin, c'est marrant. Il y a beaucoup de séquences drôles là-dessus. Le PNJ, parce que pour moi, c'est vraiment des PNJ en fait, mais c'est ça qui est bien travaillé. Le vrai faux médecin là, qui transforme Thaddeus en ghoul et lui aussi qui désamorce à peu près tout et n'importe quoi. Le mec qui veut se marier avec Lucie alors qu'il lui parle depuis 3 secondes. À un moment donné, si, il y a un passage qui est drôle parce qu'encore une fois, on joue sur le oui et non, mais t'as un mec qui essaie de défoncer un autre gars, et au final, on pense que le gars qui se fait tabasser, c'est le gentil et que c'est lui qu'on doit sauver. Donc Maximus, tout content. Et puis 2 secondes plus tard, en fait, t'as l'autre gars qui s'était fait arrêter par Maximus, qui lui dit bon, je peux comprendre, c'est vrai que je suis peut-être allé un peu loin. En même temps, faut savoir qu'il était en train de violer toutes mes poules. Bon, c'est pas ouf, tu vois. Et genre, en vrai, t'es là, oh là là, mais c'est surnaturel, mais c'est putain, mais c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, t'es là et tu te dis ah ouais, bah oui. Donc voilà, donc tu ne faites trust no one, tu ne fais confiance à personne. En fait, c'est ça Fallout, c'est ne faites confiance à personne. Il y a 9 chances sur 10 qu'ils vous la mettent à l'envers, et s'ils vous la mettent pas à l'envers, c'est vous le problème. Donc t'as toujours cette différence de point de vue. Et moi, ce que je trouve bien Soul, c'est que... Et puis les autres, évidemment, pour ceux qui ont vu la série, hein, mais c'est vrai que j'en parlais avec Soul tout à l'heure sur son stream, puisqu'il joue à Fallout. On a que des visions différentes. On a le vieux briscard, la goule, qui lui connaît et à qui on la fait pas. On a Lucie qui découvre tout et qui est complètement naïve de tout. On a Maximus qui a été omnubilé par une seule mission et élevé dans un unique but et qui du coup est complètement largué sur les rapports humains mais qui reste focus en tant que gars de l'armée. On n'a que des visions différentes. On n'a que des points de vue différents de ce qui se passe. Donc quelqu'un, tu vois, par exemple, moi je me suis dit, et c'est ça la preuve de ce que c'est une série qui fait réfléchir, la Goule n'aurait pas du tout réagi de la même manière que Maximus en voyant les deux gars qui se pètent la gueule. Lucie non plus. Il y a des tas de choses comme ça qui sont intéressantes. Le côté désamorcé avec humour marche quand, par exemple, il y a des rixes importantes, quand ils sont sur un pont, et qu'il y a 2 personnes devant eux et qu'ils hésitent pendant un quart d'heure juste parce qu'il y a 2 gars sur un pont et qu'ils pensent que peut-être qu'ils vont se faire buter. Et en fait, au début, on se dit, ça va partir un peu en vrille, et t'as Lucie qui part, écoutez, messieurs, dames, je pense que nous sommes tous un petit peu nerveux, c'est naturel vu les circonstances. Le mieux serait que nous mettions les mains en l'air afin de voir qu'il n'y a aucun quiproquo ni aucune rixe entre nous. Et elle parle comme ça d'un point de vue ultra rupin, mondain, mais dans les dialogues, c'est hyper malin. C'est hyper malin parce qu'en fait, ça désamorce totalement le truc du mais tu viens d'où? Mais t'es tellement pas faite pour ça. Et en même temps, derrière, à la fin, elle va le devenir parce que c'est une nana hyper courageuse. En fait, Fallout, c'est une série faite par des joueurs pour des joueurs. Je pense que je sais pas les retours. Dites-moi dans le chat si vous le savez quels sont les retours des joueurs. Parce que j'ai vu beaucoup de retours. Pareil, hein, au niveau de mes tweets, j'ai eu pas mal. Enfin, ça c'est assez révélateur, hein, mais j'ai eu pas mal de likes sur mes tweets sur Fallout. Preuve en est que ça fait parler et que c'est une série qui a dû être globalement appréciée, qui peut être appréciée par les néophytes pour la patte Jonathan Nolan et pour ce côté décalé. J'imagine que pour les fans hardcore des jeux vidéo, ça doit être très sympa quand même. Hein. Je vois pas de monde où il n'y a pas. À tel point qu'on s'est demandé est-ce que c'est pas la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais sortie. Après, moi vous le savez, hein, je suis pas très porté sur, je suis pas très porté sur les les compétitions et les concurrences et voilà les comparaisons. Mais pour le coup, je trouve que c'est du même niveau. C'est très bien. C'est globalement très bien. Fallout sort en steelbook, j'achète tout de suite. Dans le point de vue collectionneur, etc. C'est une série que j'aime beaucoup. Hein.
Pour beaucoup de joueurs de New Vegas sont mécontents de certaines choses, mais ça reste minime. Ouais, mais après, si ça s'inspire plus de Fallout 4, qui nous dit que la saison 2 s'inspirera pas de New Vegas et contentera les autres. Parce que, alors, j'imagine, ça le problème, c'est que moi, j'ai pas la ref. Mais l'endroit où Kyle MacLachlan arrive à la fin, j'imagine que c'est un endroit culte des jeux vidéo. Parce qu'il part de l'observatoire pour arriver dans un espèce d'endroit, enfin, dans, on dirait un. Moi, j'ai eu l'impression de voir le fort de Starship Troopers. C'est New Vegas. Ah, c'est New Vegas. Mais alors, New Vegas, c'est quoi? C'est Las Vegas. C'est sur l'endroit de Las Vegas ou c'est autre chose? Alors là, pareil, c'est fort hein, d'un point de vue Ah, donc New Vegas, c'est à Las Vegas. Avec le. D'accord, ok. Ouais, non, mais non, parce que moi, j'ai pas la rêve du tout. Puis, pour le coup, quand j'ai vu, j'avais plus l'impression de voir un fort avec une fortification. Faudrait que je revoie la séquence finale, puisque comme j'avais pas la ref, je me suis pas trop attardé. Euh, Mais bah, du coup, la saison 2 va peut-être contenter les joueurs de New Vegas. Je vois pas pourquoi ils seraient mécontents, sachant que là, on a contenté les gens de Fallout 4. Bah, peut-être que la saison 2, ce sera New Vegas. Peut-être qu'ils ont voulu introduire New Vegas plus tard parce qu'ils savent que c'est ce que les joueurs attendent le plus. C'est possible aussi, hein. Ah oui, donc du coup, attends, il est parti quand même de la Californie pour. C'est pour ça que tu vois que le mec, son visage est brûlé. T'as eu l'impression qu'il a pris le soleil toute la journée, qu'il a pris des radiations, machin. Mais il a fait l'observatoire de Los Angeles jusqu'à Las Vegas en armure. Donc ça prend le temps, hein. Je sais pas à combien de kilomètres heure il va, mais il en a pour 3-4 heures, à mon avis, au moins 2 heures. Si ce n'est plus, il y a 4 heures, je crois, pour faire Los Angeles-Las Vegas en voiture. Donc, je sais pas si ça va plus ou moins vite en combinaison, mais t'en as pour un petit moment, donc tu m'étonnes qu'il soit claqué. Et alors, du coup, lui, vous qui avez joué au jeu, sans spoil, hein, vous devinez qui il va aller voir? Genre, dans les jeux, on a la réponse de ce mec-là, avec son armure-là, qui va à New Vegas pour une raison précise? Ou juste, il est arrivé là par hasard? Ouais, si, ça a un but. Ok, d'accord. Le problème pour certains joueurs, à cause de l'explosion de Shady Sands en 2281, ça changeait, voire annulé New Vegas. Ah, parce que Shady Sands, pardon, existe dans le jeu vidéo aussi. Le problème, c'est le fait que dans les jeux, on est libre de nos actions ont des conséquences. On est libre et nos actions ont des conséquences, plusieurs fins, c'est donc compliqué. Ah oui, mais ça, c'était le propos de la live action. Voilà, c'était le principe du live action, c'était la complexité du live action. Le Real et le Bayern qualifiés pour l'instant. City est en train d'être éliminé pour l'instant, c'est bout. Le Real et le Bayern, si tant est que le PSG bat Dortmund, c'est pas fait. Mais rien n'est impossible. Au contraire, je pense même qu'il serait favori. Ça ferait des gros matchs contre le Real et le Bayern. Ça ferait des gros matchs. Peut-être un peu plus abordable que City, mais ça ferait des gros matchs. Shady Sands était la capitale d'une grande faction présente dans New Vegas. D'accord, ok, ouais. Après, qui vous dit qu'ils le feront pas en flashback pour expliquer ce qui pourrait contenter les gars de New Vegas? Pourquoi pas gérer la fin de Shady Sands en flashback? Et New Vegas se déroule en 2281 alors que la série se déroule en 2296. Bon, ça après, oui, ça après, je pense que le fan hardcore, moi qui suis néophyte des jeux, ça me choquera pas, il y aura pas de problème. Le fan hardcore des jeux, il verra peut-être un ou deux endroits un petit peu en dilettante, voilà, quelques petites incohérences. À eux de pas cacher le plaisir, à eux d'être malins. Je pense qu'on peut largement faire confiance en Jonathan Nolan. Je pense qu'on peut largement faire confiance, vu la compréhension qu'ils ont eue apparemment hein, du jeu vidéo. Je pense qu'on peut largement leur faire confiance sur leur capacité à gérer l'univers. Ils doivent avoir forcément des idées en tête. C'est pour ça que certains joueurs sont très énervés. Ouais, après les retours ont l'air majoritairement positifs quand même, hein. Globalement, de ce que je vois sur les réseaux, ça a l'air très majoritairement positif. On va dire, on a un gros 80-85% d'avis favorables. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Donc on verra.
On verra, mais très agréablement surpris. Très, très, très agréablement surpris, je vous dis, dans l'esthétique, le côté post-apo, la mise en scène, le développement des personnages, le sens du twist, des rebondissements, c'est bien fait. Même en termes de réalisation, c'est la réalisation, il y a pas mal de ralentis, on mise beaucoup sur une caméra quand même relativement proche des corps par moment. La réalisation n'a rien de... Pas de transcendant, parce que c'est quand même une belle réale. La réalisation n'a rien d'atypique. La réalisation n'a rien de d'emblématique. Il y a des séquences qui sont bien filmées quand même, hein. Notamment, je vous dis, l'introduction, je l'ai trouvé vraiment bien filmée. Mais vous voyez ce que je veux dire. On a déjà vu des réals comme ça. Mais elle se marie tellement bien, en fait, avec tous les univers présents au sein d'un seul univers, tous ces thèmes, tous ces modes, enfin, que ça en rend le truc génial, quoi. Même le bruitage du Pip-Boy est le même que dans les jeux avec la map, les objectifs. C'est ce qu'ils ont sur le bras, ça, je crois, ouais. Je pense que la série n'est pas à confondre avec les jeux, c'est une autre timeline. Enfin, c'est mon avis. Possible, ouais. Bah, ils ont pas. En fait, l'avantage, c'est que dans tous les cas, ils n'ont pas de personnages issus des jeux vidéo. Euh, Hormis un, apparemment. Donc, ils peuvent se permettre d'innover, hein. Tout en respectant un peu ce qu'avait fait, un peu ce qu'avait fait Last of Us. Mais Last of Us utilise ses personnages. Pour le coup, Last of Us utilise les mêmes personnages. Donc, ils prennent, pour moi, eux, une direction différente avec la série. Mais oui, non, t'as un vrai souci du détail. Il y a un seul lion. Alors, comme on est dans la partie spoiler, Soul, tu peux me le dire. Parce que, en vrai, moi, du coup, les jeux, je sais pas si je vais pouvoir les faire maintenant. Quel est le personnage qui est le personnage issu des jeux vidéo qu'on revoit dans la série? Vous allez me dire, c'est Bud, le mec dont on retrouve un cerveau dans l'abri 31, là. Le mec, il a plus qu'un cerveau. Le président de Robco. Alors, le président de Robco, dans mes souvenirs, il me faisait énormément penser, d'un point de vue faciès, à l'acteur qui jouait le frère de Lucie. Est-ce que c'est bien de lui dont on parle? Genre, physiquement, il se ressemble beaucoup. Je me suis même demandé à un moment donné, c'est le même ou c'est une connerie ou c'est le même gars qui joue les deux rôles? Cheveux noirs et... Ben oui, c'est lui. Le mec à la moustache. Ouais, donc c'est celui qui ressemble fort au frère de Lucie. Un peu. Un peu, il y a un air. Donc oui, d'accord. Donc lui, il s'appelle Robert House, d'accord. Et lui, en gros, euh, c'est un personnage important des jeux vidéo. Ce serait pas lui que Kyle MacLachlan veut aller retrouver à New Vegas? Parce que lui, d'un autre côté, il bosse pour Voltec, mais en même temps, Hank aussi, il bosse pour Voltec. Donc ce serait pas déconnant qu'il se retrouve et qu'à mon avis, sa femme est là-bas. Je sais pas, ils doivent tous être à New Vegas. La femme de la goule doit être à New Vegas. En gros, toutes les têtes. Maintenant qu'on sait qu'en fait ils se sont cryogénisés, toutes les têtes pensantes du socle qui ont décidé de ça doivent être dans un abri à New Vegas. J'imagine. C'est pour ça que lui, il va là-bas. Et ce sera les antagonistes principaux. Euh, Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment vont être gérées les dualités entre ceux-là. Et l'homme ovale, je vais mieux. Ah, je suis content que tu ailles mieux, mon Yaya. Après, je te l'avais dit, hein, franchement, zéro respect pour eux. C'est manque total de professionnalisme et tu vaux largement mieux que ça. Et quoi qu'il arrive, continue de bosser, de t'entraîner. Ça finira par payer dans tous les cas, même en solo ou autre. Mais là, c'est vraiment la manière dont ils ont fait. Enfin, on n'en reparle pas parce que du coup, effectivement, si ça va beaucoup mieux, c'est cool de ouf. Mais, euh, mais clairement, manque de professionnalisme de zinzin, hein. Et j'ai pas eu la photo, mon Yaya, par contre. J'ai pas eu la photo, faudra que tu me l'envoies. Je l'ai pas eu sur Insta encore.
Toutes les têtes pensantes se sont réparties, les zones américaines, je pense. Ah ouais, toi tu penses que... Ah ben oui, ils le disent en plus. Que je crois que à un moment donné, on voit une map où il y a tout un tas de points sur le globe. Et à un moment donné, ils disent, bon, bah, on vous a réparti des zones, des abris fiables, des très bons abris. N'hésitez pas à aller dans... On va vous répartir dans des abris un peu à droite à gauche, histoire que vous puissiez faire votre abri idéal. Et même qu'à un moment donné, eux disent, ah bah moi, mon abri, c'est on tue les plus faibles, on fait survivre les plus forts, ah, on les prive de bouffe, ah bah on fait ci, on fait ça, machin. Et ils ont tous des tonalités différentes. Donc peut-être qu'on en reverrait qu'un là-bas, effectivement. Fallout 4 qui est à 9 € sur le store de la Play. Bah, je vais attendre la version next-gen. Je sais pas, mais en vrai, si je le fais, je vais attendre le remaster next-gen. Ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait être sympa. Mais je pense que je vais le faire. Enfin, c'est un jeu qui me donne envie, donc y a moyen que je le teste et puis que je vous dise ce que j'en pense. Ou que je le fasse en live, carrément, hein, c'est selon. Euh... 22h32, 1h26 de stream. On va faire encore 4-5 minutes. Si vous avez des questions à me poser sur peut-être des segments que vous voudriez discuter, des choses, vous voudriez savoir ce que j'ai pensé de telle ou telle scène, on se fait encore 4 ou 5 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et ah là là, Yaya. Ouais, mais Yaya, en fait, tu veux me faire prendre 15 kilos. Yaya, tu veux vraiment me faire prendre 15 kilos. En vrai, il y a des belles choses. Il y a de très belles choses. Let's go, on y va, hein. Il y a un truc qui a l'air d'être fait en plus en chocolat blanc, là, qui a l'air zinzin de ouf. Ah non, c'est aux amandes, bah c'est encore meilleur. Ouais, non, on ira, Yaya. Carrément, carrément. Bah, de toute façon, je te dis, 3 jours, 3 jours, on est large. 3 jours, on est large de large. Je regardais si Léa était pas là parce que je me suis un peu enflammé au lieu de répondre sur Insta, j'ai répondu direct, mais non, elle est pas là. Mais ouais, non, carrément, hein. Carrément. Tu veux que je t'envoie à quoi ressemble le monstre à qui appartient le crâne à la fin en Sins? Ouais, carrément, Soul, vas-y, ouais, let's go, hein, let's go. Mais non, c'est une bonne série. C'est une bonne série, très, très C'est quoi intelligente, votre hein. nom? George Gunderson. Soyez gentil, Georges, fermez votre claque-merde. J'aime cette alerte de Banshee, putain. Comment ça va, mon Anaclusmos? 1-0 pour le Bayern, ça vous apprendra à espérer que Arsenal passe. Comment ça va? Ben moi, j'adore Arsenal, alors forcément. Après, Real Bayern, pour le PSG, en potentiel finale, il faudrait se battre évidemment pour la finale en demi déjà contre Dortmund, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudrait que je pense peut-être à faire des streams aussi sur les matchs du Paris Saint-Germain. Je pense que là, arriver en demi-finale contre Dortmund, à mon avis, il y a peut-être des chances que je fasse les streams en direct pour qu'on les regarde ensemble et puis que du coup on regarde le match, qu'on les débriefe. Ça pourrait être sympa parce que c'est pas tous les jours que le PSG va en demi-finale. Soit je fais ça pour les demi, soit si je peux pas à cause de mon emploi du temps, je fais ça pour la finale. Et merci pour ton resub, mon Anaclusmos. Mais ouais, non, Yaya, ouais, carrément, hein. Faudra jouer en coop. Ah, Dead Island 2, bah avec Soul. Dead Island 2, oui. Oui, grave. J'aimerais bien pouvoir le test, ouais. Dead Island 2, ça fait partie des jeux que j'aimerais bien faire, hein. Ouah, mais c'est quoi ce délire? D'accord. Et ça, c'est parmi les plus gros. Ah ouais, non, je croyais qu'il avait une tête à la place en bas du torse. Ça fait partie des plus gros ennemis du jeu, Soul? Et c'est des mutants? Enfin, comment ils sont devenus comme ça? Tu me diras après les radiations, genre, on sait pas, mais... Tac. Et j'attends la photo de mon Yaya, je l'ai pas encore reçue. Je t'ai envoyé un autre truc, tu vas devenir fou. Est-ce que tu aimes les éclairs? Les éclairs, ouais, ça va, ouais. Vas-y, tu peux me spoil. Tu peux m'envoyer, tu peux me spoil. Par contre, les abonnements Twitch Prime vidéo n'existent plus, impossible de trouver. J'ai eu le même problème quand j'ai voulu envoyer un Prime tout à l'heure. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant. Les abonnements Prime, ils existent encore ou pas? Bah si, tout à l'heure, on en a eu un. Si, papy, il a réussi à Prime. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai voulu Prime et j'ai pas pu non plus. Je sais pas si t'es toujours là, papy. Comment on fait pour du coup pouvoir prendre un abonnement avec Prime? Parce que moi, mon Prime, je l'ai pas utilisé depuis un moment, hein. Je voulais envoyer un Prime, mais ça a pas fonctionné non plus. Donc du coup, je sais pas. Tu coches Bah oui, mais utiliser Prime
au moment où je fais s'abonner, la case utiliser Prime, elle est plus là. Et après, t'en as encore un plus gros, c'est l'alpha qui est 2 fois plus gros que les autres. Ah, l'enfer. J'utilise tous les mois d'habitude. Là, c'était là, case n'était plus là pour moi. Bah non, moi non plus. Moi non plus. Ah ouais, ouais, d'accord, je vois le truc, Yaya. Strasbourg, c'est vraiment la ville de la bouffe, hein, par contre. Strasbourg, alors attends, t'as quoi? Oh, le chocolat brownie doit être zinzin. Ah, par contre, 5 euros l'éclair. Bon, après, c'est des éclairs de gourmet, mais c'est cher. Le citron, ouais. Frais citron vert, ouais. Je pense qu'à mon avis, ça peut craquer pour le chocolat brownie et le citron, hein. Largement, Yaya. Ils sont chers, mais enfin, c'est des trucs de vrais gros pâtissiers, là, donc logique, quoi. Logique. On va s'arrêter là pour ce soir, si vous n'avez pas d'autres questions. 1 heure et demie, c'est très bien, sachant que demain, on est sur Civil War. Demain, n'oubliez pas qu'on a le UFUFU. Demain, on fait du talk, hein. Demain, on a 1 heure de talk traditionnel. Et après, on a le UFUFU, la Coupe du Monde, des thèmes musicaux de catch. Donc, demain après-midi. Et demain soir, donc, le live Civil War. Et après, eh bien, ce sera la fin, la fin. Comment ça va, mon gros Tonio? Pareil, mon gros Tonio, si t'as l'occasion, parce qu'après, je serai absent environ 2 semaines. Donc, si tu veux passer pour faire un petit coucou, parce que là, c'est vrai que j'allais cut le stream. Si tu veux passer faire un petit coucou, mon gros Tonio, demain, je suis en live quasiment toute la journée. Je suis en live demain de, on va dire, 13h30, 14h jusqu'à 17, 18. Et je suis en live de 20h à, allez, 22, 23. Donc du coup, on aura un peu plus l'occasion de discutailler parce que là, j'allais cut, étant donné qu'on a terminé la section Fallout. J'espère que tout va bien, mon gros Tonio. J'espère que tout va bien, mon gros Tonio. Ça fait plaisir de te revoir, ça faisait un petit moment. Donc j'espère que tout va bien et puis que bah, on pense toujours fanatiquement à l'immense barbac qu'on va se mettre dans la gueule dans moins de 2 mois maintenant, dans 2, 3 mois, hein. Et Fallout, super. T'en as pensé quoi en 2, 3 mots de la série Fallout, gros Tonio? T'es un habitué des jeux ou de la série? Je peux encore rester 2, 3 minutes, hein, si vous voulez. Histoire 2 en légende. Je rappelle, on est à 2 subs de repasser la barre des 200. Donc si vous voulez, évidemment, n'hésitez pas. Mais ouais, je peux encore rester 2, 3 minutes, histoire d'avoir d'autres avis. J'ai adoré, ouais, j'ai fait des jeux, moi je trouvais ça génial. Vraiment, enfin, je connais pas les jeux du tout, Gros Tonio. Je connaissais pas du tout l'univers des jeux vidéo. Néophyte total, j'ai pris un pied de ouf. Le mélange des genres, l'univers, l'acting, Walton Goggins qui est fabuleux. Mais Walton Goggins, il faut tweeter sur lui, il faut tweeter sur le gars, il faut dire putain les mecs, vous vous rendez compte du charisme du mec? Genre, est-ce qu'on se rend compte de la qualité du bonhomme? Faut remettre du respect sur Walton Goggins, qui est un acteur qui a une gueule, une prestance qui est exceptionnelle. Bah justement, tu vois, Gros Tonio, j'hésitais, Fallout 4, il va y avoir une mise à jour next-gen. J'hésitais à le prendre pour le faire, pourquoi pas au mois de mai ou au mois de juin. Ça dépend. Ça pourrait être au mois de mai, ça pourrait être au mois de juin. Donc j'hésite. Mais il est dans mes petits papiers pour terminer les 2 prochains mois, là. Très clairement. Il est à 4 balles sur Steam. Ouais, puis il est à 9 euros sur le store PlayStation. Alors après, j'ai une question à poser. Si je le prends à 9 euros sur le store PlayStation, est-ce que la Mage Next Gen sera gratuite ou pas? Ou est-ce qu'il faudra repayer pour avoir la Mage Next Gen? Ou alors si je le prends en avance, comme ça ensuite j'ai la mise à jour et j'ai le jeu tout court. 9 euros en édition ultime, la Mage sera gratuite normalement. Ah ouais, ça vaut le coup. 9 balles l'édition absolue, ouais, ça vaut le coup, ouais. Et il est long, c'est peut-être le problème, c'est j'ai peur qu'il soit long. J'ai pas beaucoup de temps pour les JV malheureusement, donc j'ai peur qu'il soit long. Si c'est un jeu qui fait 30-40 heures, c'est compliqué. À faire en live, hein, je veux dire, parce que moi j'ai toujours envie de le faire quand même, hein, mais 100 heures, toutes les quêtes. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, bah oui, puis c'est un truc où moi le secondaire j'aurais envie de le faire, quoi.
Après, pourquoi pas, hein, je veux dire, si pourquoi pas au mois de juin, on se met un Fallout entier sur le mois. C'était pas celui-là, celui-là je l'avais fini, c'était celui-là. Le mec embraye 2T en même temps, il n'y a pas de petit profit. 30 heures pour l'histoire, ouais, 30 heures c'est un peu long, mais ça peut le faire. Si tu vas accrocher la série, tu vas adorer les jeux. Mon préféré, le 3. Ouais, moi, celui qui me tentait le plus, c'était New Vegas, mais d'un point de vue de jeu et de graphisme, je sais pas si aujourd'hui je pourrais le faire pour vraiment apprendre le truc. Mais le 4, j'aimerais bien commencer par le 4, c'est le plus proche de la série en plus. Donc c'est vrai que si je pouvais faire le 4, je dirais pas non, hein. Je dirais pas non. On va se voir demain. Rendez-vous demain entre 13h30 et 14h, probablement 14h, mais on sait jamais, ça dépendra de s'il fait beau dehors et si j'ai le temps d'aller prendre un peu le soleil, je vous le dis. Puis j'ai plein de trucs à faire en même temps d'ici à demain, donc on verra un peu comment ça se passe. Mais rendez-vous demain, probablement 14h. De 14h à 15h, on fait du talk. De 15h à 17h, on fait le tournoi des musiques de catch, le UFUFU en légende. Et puis demain soir, live Civil War, les deux, c'est pour ça que j'ai embrayé à mort les deux derniers, voilà, la dernière semaine de stream. Il y a beaucoup de streams tous les jours. Je crois qu'honnêtement, au mois d'avril, on a streamé tous les jours. Ça fait un moment maintenant qu'on est quasiment tous les jours en live et c'est cool. Parce que de temps en temps, on n'a pas beaucoup de monde, de temps en temps, on a du monde, mais enfin, il y a des scores. Fallout, par exemple, on a été un peu plus d'une quarantaine sur la partie non spoiler, c'est pas mal. SOS Fantôme, il y avait 20 personnes, mais bon, le film visiblement intéressait personne. WrestleMania, on était plus d'une centaine, donc ça c'était incroyable. Et puis les playoffs, on était finalement que 20, alors que je pensais qu'on serait beaucoup plus. Donc ça dépend. Genre, on peut être 100 et le lendemain 20, et puis 40, etc. Planet Zoo fait entre 40 et 60 spectateurs, et c'est super bizarre parce que c'est Planet Zoo. Mais c'est vrai que c'est une période de stream. Enfin, dites-moi dans le chat juste avant que je parte, c'est une période de stream que j'aime beaucoup parce qu'on diversifie énormément. On fait du jeu, on fait du sport, on fait du ciné, on fait des séries, on fait de tout. Et là, actuellement, c'est très diversifié depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Ouais, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, on va pas aller regarder le catch de la même manière qu'on va voir Fallout ou qu'on va voir Planet Zoo, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de tout en ce moment. Donc j'essaie de faire ça au max. Peut-être pour ça aussi qu'on fait moins de gros jeux, parce que bah, moins le temps, forcément. Si dans la semaine de 5 ou 6 streams, il y a déjà 4 streams qui sont différents du JV. Mais on essaie de faire ça, et puis on verra un petit peu comment ça se passe pour cet été, et puis pour le reste de nos aventures jusqu'à juillet, puisqu'on a encore du temps, évidemment. Avril, mai, juin, c'est en signe, ça. En vrai, c'est super cool, même si je suis pas fan de Planet Zoo, mais la diversité, c'est ce qui est cool. Ouais, et puis Planet Zoo, c'est un endroit où on peut se marrer. Genre, Planet Zoo, les gens kiffent parce qu'en fait, on se fait des sessions musicales. On écoute du son en même temps, on kiffe, on s'en bat les couilles, tu vois, on discute en même temps. Bon, bah, moi, ça me permet de créer. En fait, les live Planet Zoo, c'est bien parce que moi, le jeu, je l'aime beaucoup. C'est très stimulant en termes de création. Derrière, bah, il y a des lives musicaux, machin. Et alors, putain, moi, Gros Tonio, je sais pas si tu l'as vu celle-là, mais ah ben non, je peux pas le mettre, merde. Je peux pas mettre le péché. Demain, tu l'auras, parce qu'il y a des nouvelles alertes sur le péché, mon gros Tonio. Des alertes, genre croustifondantes. Mais je peux pas les mettre parce que ce live sera en rediffusion sur YouTube, et donc du coup, il y a la musique des Avengers. Mais je le mettrai évidemment demain dès que t'arrives, mon gros Tonio. Bim bam boum, il y a même des nouvelles alertes pour les trains de live. S'il y en a un demain, mon gros Tonio, tu verras, ça, il y a les tambours battants. On se fait ça demain, je vous fais des bisous en légende, et je vous dis à demain à 14h. Des bisous! Et pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui regardent ça, venez sur Twitch, c'est sympa, c'est Sin100, on parle de tout. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Fallout.